L'écouvillon de coton raclait la joue d'Emma, râpant mes nerfs à vif. Ma fille de 10 ans gloussa, complètement insouciante du fait que son projet scolaire sur l'arbre généalogique était sur le point de faire voler en éclats mon monde entier. « Papa, c'est trop cool », dit-elle en scellant le tube avec l'enthousiasme que seuls les enfants possèdent. Madame Peterson dit que nous pourrions découvrir que nous sommes liés à des personnes célèbres. Je forçai un sourire. Oui, ma chérie. Des personnes célèbres. Melinda entra dans la cuisine, son badge d'assistante sociale toujours accroché à son chemisier. 16 ans de mariage, et je lisais ses humeurs comme des plans d'architecte. Ce soir-là, elle semblait fatiguée, distante. « Tu fais vraiment ce truc d'ADN » demanda-t-elle, versant du café avec une précision mécanique. « C'est pour l'école » dis-je, guettant la moindre trace d'inquiétude sur son visage. Rien, juste cette même expression distante qu'elle arborait depuis des mois. Ça me semble un gaspillage d'argent. C'est $12, Mel. Elle haussa les épaules, déjà en train de consulter son téléphone. Toujours à consulter ce fichu téléphone. Emma se dirigea vers la porte en sautillant. Jacob fait le sien demain. On va comparer les résultats. Après son départ, le silence emplit la cuisine comme une fumée. Melinda continua de faire défiler ce qui retenait son attention plus que sa famille ces jours-ci. « Tu travailles encore tard ce soir » demandai-je. Conférence de cas. Elle ne leva pas les yeux. Ça pourrait être très tard. Je hochai la tête, rangeant cette information avec tous les autres mensonges que j'avais accumulés. 3 mois de conférence de cas qui duraient jusqu'à minuit. 3 mois d'appels téléphoniques chuchotés et de courses soudaines. Le lendemain matin, je conduisis moi-même les 2 échantillons au laboratoire. Emma discutait de ses amis d'école tandis que Jacob somnolait dans son siège auto. 8 ans et il avait encore besoin de sieste. Mes garçons, mes enfants. Du moins, c'est ce que je croyais. Une semaine plus tard, mon ami Dal du laboratoire médico-légal m'appela alors que j'examinais les plans structurels d'un nouveau complexe de bureaux. « Logan, tu as 1 minute ? » « Quoi de neuf ? » Sa voix baissa. « Ce truc d'ascendance que tu m'as fait analyser. L'échantillon de la fille. » Ma main cessa de bouger sur les plans. « Oui, mec. Je ne sais pas comment te dire ça, mais elle n'est pas la tienne. » Le crayon se brisa entre mes doigts. « Quoi ? L'ADN ne correspond pas. » « Pas du tout. Je l'ai fait 2 fois, pensant qu'il y avait une erreur. » Les murs du bureau semblèrent basculer vers l'intérieur. « Tu es sûr ? » ?»« Absolument sûr, Logan. Je suis désolé. » Je raccrochai sans un mot de plus. Je restais assis à fixer le dessin structurel d'un bâtiment qui survivrait à mon mariage, à ma famille, à tout ce que je croyais savoir de ma vie. Cet après-midi-là, je prélevai moi-même l'écouvillon de la joue de Jacob. Je lui dis que c'était une expérience scientifique amusante, tout comme celle de sa sœur. Il me faisait entièrement confiance, comme les enfants font confiance à leur père. 2 jours plus tard, Dal rappela. « Même résultat, dit-il doucement. Je suis vraiment désolé, mec. » Je rentrai chez moi hébété, me garai dans l'allée et restai assis dans le silence de ma Honda Civic pendant 20 minutes. La maison que j'avais aidé à concevoir me parut soudain étrangère. Les remboursements hypothécaires, les photos de famille, le compte d'épargne soigneusement géré, tout cela bâti sur un mensonge. Quand j'entrai enfin, Melinda préparait le dîner. Spaghettis et boulettes de viande, le plat préféré des enfants. Elle fredonnait en remuant la sauce, complètement inconsciente que je venais de découvrir que toute notre vie n'était que fiction. « Comment s'est passée ta journée » demanda-t-elle sans se retourner. J'étudiai l'arrière de sa tête, la façon dont ses cheveux foncés tombaient sur ses épaules. La même femme dont j'étais tombé amoureux à l'université. La même femme qui avait porté 2 enfants qui n'étaient pas les miens. « Bien, dis-je. Juste bien. » Emma courut et me serra les jambes. « Papa, quand est-ce qu'on aura nos résultats d'ascendance ?» Je regardai ses yeux brillants, son sourire confiant. Elle avait le nez de Melinda, mais maintenant je pouvais voir d'autres traits. Une mâchoire plus forte, une forme d'œil différente. « Bientôt, ma chérie. Très bientôt. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut endormi, je m'assis dans mon atelier de garage et fis ce que je fais toujours quand le monde cesse d'avoir un sens. J'ai planifié, première étape, découvrir qui était le vrai père. Deuxième étape, m'assurer que justice soit rendue.
J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à taper. 3 semaines après le début de ma nouvelle réalité, je devins le mari parfait. Chérie, je pense que nous devrions essayer la thérapie de couple, dit. Je au petit déjeuner, me penchant pour serrer la main de Melinda. Elle faillit s'étouffer avec son jus d'orange. La thérapie de couple? Pourquoi? Je fabriquais la juste dose de vulnérabilité. Je me sens distant ces derniers temps. Je veux réparer ce qui ne va pas. Ses yeux sondèrent mon visage à la recherche d'une supercherie et ne trouvèrent qu'une sincérité fabriquée. Logan, je pense que c'est une très bonne idée. Emma et Jacob mangèrent leurs céréales, inconscients de la performance qui se déroulait autour d'eux. Les enfants de cet âge vivent l'instant présent. Ils ne voient pas les fissures dans les fondations avant que toute la maison ne s'écroule. Je t'aime, dis-je à Melinda et lui embrassai le front. Quoi que ce soit qui te tracasse, nous pouvons le surmonter. Elle commença à pleurer alors. De vraies larmes. Probablement la première émotion véritable qu'elle m'avait montrée depuis des mois. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Le mensonge avait un goût de cendre dans ma bouche. Cet après-midi-là, je passai 2 appels téléphoniques. Le premier fut à la docteure Sarah Chen, une conseillère conjugale avec d'excellentes critiques et une liste d'attente de 3 semaines. Je pris rendez-vous pour notre première session et payai la compte. Le second appel fut à Nora Valdez, une détective privée recommandée par un collègue dont la femme avait trompé son mari avec son professeur de tennis. « Que voulez-vous savoir exactement » demanda Nora. Sa voix était purement professionnelle. Sans jugement. Tout. Où elle va, qui elle voit, ce qu'elle cache. Le forfait de surveillance standard est de 5 cents $ par jour, plus frais. L'argent n'est pas un problème. J'aurais besoin d'une photo récente et de sa routine quotidienne. J'envoyai les informations de Melinda par email dans l'heure. Notre première session de thérapie de couple était prévue pour jeudi soir. Melinda semblait nerveuse, jouant avec son alliance pendant le trajet. « Et si elle nous posait des questions que nous ne voulons pas aborder » dit-elle. « Comme quoi ?»« Je ne sais pas, des choses privées. » Je gardai les yeux sur la route. « Nous n'avons rien à nous cacher, n'est-ce pas ?» Elle se tut après cela. Le bureau de la docteure Chen était tout en tonnerre et affiches inspirantes. Le genre d'endroit conçu pour que les gens se sentent suffisamment en sécurité pour confesser leurs secrets. « Qu'est-ce qui vous amène tous les deux ici aujourd'hui » demanda la docteure Chen après que nous nous fussions installés dans ces fauteuils moelleux. Je regardai Melinda avec attente. Elle tourna son anneau à nouveau. « Nous nous sommes éloignés, dit-elle finalement. Je sens que Logan travaille trop et j'ai géré des cas difficiles au travail. Je veux être plus présent, ajoutai-je. J'ai réalisé que je pouvais prendre notre famille pour acquise. Pendant 45 minutes, nous avons exécuté la danse d'un couple essayant de sauver son mariage. Je jouais le rôle du mari dévoué, reconnaissant ses défauts. Melinda jouait la femme débordée cherchant la connexion. Aucun de nous ne mentionna les vrais problèmes. Vendredi matin, Nora appela. « Votre femme a rencontré quelqu'un » dit-elle. 2 fois cette semaine au Riverside dîner sur la 5e rue. Toujours le même homme. Mon sang se glaça. Description, ouvrier du bâtiment d'une 40aine d'années, conduit un pick-up rouge. Ils semblent familiers l'un avec l'autre. Prenez-moi des photos. Déjà fait. Je les envoie par email maintenant. J'ouvris la pièce jointe sur mon téléphone et faillis le laisser tomber. Brian. Brian Russo, l'ex-mari de Melinda, l'homme dont elle avait divorcé 8 mois avant que nous ne commencions à sortir ensemble. L'homme qui avait disparu de sa vie si complètement qu'elle le mentionnait rarement. Sauf qu'il n'avait pas disparu du tout. Je regardais la photo d'eux se tenant la main de l'autre côté de la table du restaurant. Le visage de Melinda était plus animé que je ne l'avais vu depuis des mois. Brian se penchait en avant, parlant intensément, sa main couvrant la sienne. La chronologie s'imbriqua comme des pièces de puzzle. Emma avait 10 ans, Jacob 8. Melinda et moi avions commencé à sortir ensemble il y a 9 ans et demi. Elle était tombée enceinte d'Emma 6 mois après notre rencontre, du moins c'est ce qu'elle m'avait dit. Mais si Brian était le père d'Emma, alors Melinda avait couché avec nous deux dès le début. Je sauvegardai les photos dans un dossier sécurisé et supprimai l'email. Ce soir-là, je suggérai de commander une pizza et de passer une soirée cinéma en famille. Les enfants choisirent un film d'animation bidon sur des voitures parlantes, mais je n'y prêtai guère attention. Au lieu de cela,
J'étudiais leur visage dans la lumière vacillante de l'écran, répertoriant tous les traits qui n'étaient pas les miens. Jacob avait les sourcils épais de Brian. Emma avait son menton à fossette. Comment avais-je pu être aveugle? Papa, tu ne regardes pas, se plaignit Emma. Désolé, ma chérie. Je pensais juste au travail. Melinda se blottit contre mon épaule, cherchant le réconfort d'un homme dont elle avait détruit la vie. Je la serrai dans mes bras, songeant déjà à sa destruction. Lundi matin apporta un autre appel de Nora. J'ai quelque chose d'intéressant, dit-elle. Votre ami Brian ne sait rien pour les enfants. Quoi? J'ai écouté leur conversation hier. Elle ne lui a jamais dit qu'il était le père. Elle n'arrête pas de dire à quel point elle se sent coupable, à quel point elle souhaite que les choses soient différentes, mais elle est terrifiée à l'idée de perturber la vie des enfants. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Elle le protège. Il semblerait. Et elle se protège aussi. S'il connaissait la vérité, il pourrait réclamer la garde, une pension alimentaire, tout le bordel. Continuez à les surveiller. Je veux tout savoir. Après avoir raccroché, je m'assis dans mon camion devant le chantier de construction où je consultais pour un nouveau complexe d'appartements. Des hommes en casque de chantier transportaient du bois et manœuvraient des machines, bâtissant quelque chose de solide et de réel. Tandis que mon monde s'effondrait en mensonges, Brian Russo pensait qu'il volait la femme d'un autre homme. Il n'avait aucune idée qu'il ne faisait que reprendre ce qui lui avait toujours appartenu. Mais il était sur le point de le découvrir. Et quand ce serait le cas, je m'assurerais qu'ils paient tous les deux le prix de 16 ans de tromperie. Cheryl Moss possédait ce genre d'intelligence vive qui tranche les complexités juridiques comme un scalpel la chair. Son bureau du centre-ville donnait sur le palais de justice, ce qui semblait approprié pour ce que j'avais en tête. La planification successorale à 38 ans semble prématurée, dit-elle en examinant les documents que j'avais demandés. À moins qu'il n'y ait quelque chose que vous ne me disiez pas, ma femme est assistante sociale. Je suis ingénieur. Nous voyons ce qui arrive aux familles quand les gens ne planifient pas à l'avance. Cheryl hocha la tête avec approbation. Bonne réflexion. La procuration durable donnera à votre femme une autorité financière complète si vous devenez incapable. Les formulaires de transfert de bénéficiaires assureront une transition fluide des actifs. Et cette fiducie aveugle. C'est une protection sophistiquée. Je veux que tout soit à toute épreuve, dis-je. La sécurité de ma famille en dépend. Ce que je ne mentionnais pas, c'est qu'à toute épreuve fonctionnait dans les deux sens. Les documents étaient d'une élégante simplicité. La procuration durable accordait à Melinda une autorité étendue sur mes finances, la rendant légalement responsable de toute dette ou obligation contractée. La fiducie aveugle transférait nos actifs dans un réseau complexe d'entités juridiques que je contrôlais, mais dont elle serait responsable. Faites-lui tout signer devant un notaire, conseilla Cheryl. Je recommande de commencer par les petits documents, puis de passer au papier de la fiducie. Une chance qu'elle se méfie? Pas si vous présentez les choses correctement. La plupart des gens voient la planification successorale comme une paperasse ennuyeuse, pas comme une guerre financière. Je souris. Parfait. Ce soir-là, je présentai les documents à Melinda comme un geste romantique. J'ai pensé à notre avenir, dis-je, étalant les papiers sur la table de la cuisine après que les enfants furent couchés. Que arrive-t-il à Emma et Jacob si quelque chose m'arrive? Son visage s'adoucit. Logan, tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Mais si. Mon travail comporte des risques. Chantier de construction, structures instables. Je veux savoir que toi et les enfants êtes protégés. Je la guidai à travers chaque document, expliquant comment la procuration lui permettrait d'accéder immédiatement à nos comptes, comment les transferts de bénéficiaires éviteraient l'homologation, comment la fiducie protégerait nos actifs des impôts et des poursuites. Ça semble si compliqué, dit-elle, parcourant le langage juridique. C'est pourquoi j'ai engagé le meilleur avocat de la ville. Tout ce que tu as à faire, c'est signer. Elle hésita à la ligne de signature du document de procuration. Cela me donne beaucoup de contrôle sur ton argent. Tu es ma femme. À qui d'autre ferais-je confiance? Le stylo se déplaça sur le papier par des traits lents et prudents. Chaque signature était un maillon de plus dans la chaîne que je forgeais autour d'elle. Pendant qu'elle signait, je pensais à Brian Russo, à son entreprise de construction, à son projet de maison au bord du lac, à son ignorance totale du piège qui se refermait sur lui. Voilà, dit Melinda, posant le stylo.
J'ai l'impression de venir d'accepter quelque chose que je ne comprends pas, tu as accepté de protéger notre famille, dis-je en l'embrassant sur la joue. C'est tout ce qui compte. Le lendemain matin, je rendis une autre visite au bureau de Cheryl. J'ai besoin de créer une société écran, dis-je. Quelque chose lié au numéro de sécurité sociale de ma femme, mais sous mon contrôle opérationnel. Cheryl haussa un sourcil. C'est inhabituel. Quel est le but commercial? Investissement immobilier. Je veux son nom sur les documents pour des avantages fiscaux, mais je gérerai la gestion réelle. Elle afficha les documents de constitution sur son ordinateur. Nous aurons besoin de sa signature sur les formalités d'enregistrement de l'entreprise. J'ai déjà une procuration. Cela fonctionne. Quel est le nom de l'entreprise? J'y avais mûrement réfléchi. Meridian Holdings LLC. En une semaine, Meridian Holdings existait en tant qu'entité légale. Compte bancaire ouvert, ligne de crédit établie, tout lié à l'identité de Melinda. Tout sous mon contrôle. La dernière pièce nécessitait plus de créativité. Je me rendis sur le chantier de construction de Brian un mardi après-midi, portant ma veste de sécurité et un presse-papier d'allure officielle. Les chantiers de construction étaient faciles à infiltrer si l'on donnait l'impression d'y appartenir. Brian dirigeait un coulage de béton, son pick-up rouge garé à proximité. J'avais fait mes recherches. Il rénovait une maison au bord du lac comme projet personnel, faisant la plupart des travaux électriques lui-même pour économiser de l'argent. « Excusez-moi » criai-je. « Inspecteur municipal, je dois vérifier le statut du permis pour le 847 Lakeshore Drive. » Brian parut agacé. « C'est mon projet personnel. Tout est aux normes. » J'en suis sûr, mais nous avons eu une plainte concernant des travaux électriques non autorisés. Avez-vous vos papiers de permis à portée de main? Son visage s'assombrit. Quelle plainte? Un tuyau anonyme dit que vous effectuez des installations électriques de qualité commerciale sans les permis appropriés. C'est des conneries. Je connais le code mieux que la plupart des électriciens. Je griffonnais des notes sur mon presse-papier. C'est possible, mais je dois toujours voir la documentation. Vous pouvez l'apporter à la mairie demain où je peux planifier une inspection formelle. D'accord. J'apporterai les documents. Bien. Demandez l'inspecteur Morrison au bureau des permis. Il n'y avait pas d'inspecteur Morrison, bien sûr, mais le temps que Brian le découvre, d'autres rouages seraient déjà en marche. Ce soir-là, je déposai une plainte formelle pour violation du code contre le 847 Lakeshore Drive, citant des modifications électriques non autorisées et des risques potentiels pour la sécurité. La ville devrait enquêter dans les 10 jours ouvrables. J'envoyai également un tuyau anonyme à l'IRS signalant des transactions en espèces suspectes liées à l'entreprise de construction de Brian. Les autorités fiscales agissaient plus lentement que les inspecteurs municipaux, mais elles étaient minutieuses. Melinda semblait distante pendant le dîner, picorant sa nourriture pendant que les enfants discutaient de l'école. « Tout va bien ?» demandai-je. « Juste fatigué, beaucoup de travail. Peut-être devrais-tu prendre un peu de temps. Nous pourrions planifier des vacances en famille. » Elle força un sourire. Ça a l'air sympa, mais... Son téléphone vibra avec un message texte, et son attention disparut à nouveau. J'aperçus le nom sur son écran avant qu'elle ne le retourne face cachée. Brian. Excusez-moi, dit-elle, se dirigeant vers la salle de bain. Appel du travail. J'attendis 60 secondes, puis suivis discrètement, sa voix chuchotée portait à travers la porte fine. On ne peut pas continuer à se voir comme ça. Logan commence à se méfier. J'ai besoin de plus de temps pour arranger les choses. Je retournai à la table du dîner avant qu'elle ne termine son appel professionnel. Cette nuit-là, après qu'elle se fût endormie, je parcourus son téléphone. L'historique des conversations avec Brian remontait à des mois. Supprimé régulièrement, mais pas complètement. Le dernier échange me glaça le sang. Astérisque Brian, tu me manques, ce que nous avions. Tu me manques astérisque Melinda, tu me manques aussi, mais les enfants. Logan, c'est compliqué astérisque Brian, certaines choses valent la complication astérisque Melinda, je sais. J'ai juste besoin de plus de temps je fis des captures d'écran de tout et les télécharger sur un compte cloud sécurisé. Puis je m'assis dans mon atelier de garage, entouré des outils et des plans qui avaient toujours eu un sens pour moi et planifié la phase suivante de leur destruction. La justice exigeait de la patience,
mais aussi de la précision. Et j'étais très bon dans les deux. Le barbecue dans le jardin des Henderson était la scène parfaite pour ma performance. 30 voisins, de la bière fraîche, et le genre d'atmosphère de banlieue où tout le monde prétend que sa vie est aussi parfaite que sa pelle. Ouz. J'avais suggéré à Melinda d'inviter Brian. Tu n'as pas mentionné qu'il travaillait sur le projet Morrison en centre-ville? J'aimerais le sonder sur les défis structurels. Elle avait l'air surprise. Tu veux rencontrer Brian? Pourquoi pas? Tu parles de lui parfois. Il a l'air d'un type bien. Le mensonge vint si facilement que cela me fit peur. Brian arriva à 18h30, portant un jean et un polo qui mettaient en valeur sa carrure d'ouvrier du bâtiment. Le visage de Melinda s'illumina quand elle le vit, puis s'assombrit rapidement quand elle se rappela où elle était. « Logan, voici Brian Russo, dit-elle, sa voix soigneusement neutre. « Brian, mon mari, Logan. » Je lui tendis la main avec un sourire sincère. « Ravi de te rencontrer enfin. Mel m'a beaucoup parlé de ton travail. » La poignée de main de Brian était ferme, confiante. De même. Elle dit que vous êtes ingénieur en structure, principalement des trucs commerciaux. Ennuyeux comparé à votre travail pratique. Nous parlâmes affaires pendant 20 minutes, debout près du grill pendant que Ted Henderson retournait les hamburgers. Brian était compétent, éloquent, complètement inconscient qu'il parlait à un homme dont il avait détruit la vie. Je travaille sur la rénovation d'une maison au bord du lac, dit-il, faisant la plupart de l'électricité moi-même. Ces vieilles maisons ont un câblage bizarre. L'électricité peut être délicate, dis-je, sirotant ma bière. Une erreur et vous risquez de sérieux dangers d'incendie. Parlement. J'ai l'inspecteur municipal sur le dos pour un problème de permis. Je hochai la tête avec sympathie. Les bureaucrates de la ville. Ils ne comprennent probablement pas la vraie construction. Melinda nous rejoignit, portant une assiette de salade de pommes de terre. Ses mains tremblaient légèrement. « Vous semblez bien vous entendre, dit-elle. Brian me parle de son projet de maison au bord du lac, dis-je en la serrant par la taille. Ça a l'air d'un travail d'amour. » Les yeux de Brian clignotèrent vers ma main sur la hanche de Melinda, puis revinrent vers mon visage. Oui, c'est un projet à long terme. Certaines choses valent la patience. La double signification ne nous échappa à aucun d'entre nous. J'ai toujours voulu récupérer ma famille, continua Brian, sa voix décontractée, mais ses yeux fixés sur les miens. Je ne pensais pas devoir passer par quelqu'un d'autre pour l'obtenir. Le défi était clair. Melinda se raidit contre moi. Je ris, levant ma bouteille de bière. À la famille et au vrai père qui la protège. Le sourire de Brian vacilla. Il leva sa bouteille lentement, la confusion clignotant sur ses traits. Au vrai père, fit-il écho. Nous bûmes à sa destruction. Plus tard, pendant que les enfants jouaient au cornhole et que les adultes étaient assis autour du foyer, mon ami Théo arriva. Je l'avais appelé plus tôt, sachant que son expertise serait utile. Logan, ravi de te voir, dit Théo en me serrant la main. Ça te dérange si je prends une bière? Théodore Marx avait 45 ans, à la retraite de la police après avoir reçu une balle dans la jambe lors d'un appel pour violence domestique. Maintenant, il dirigeait un petit atelier de réparation automobile et aidait des amis avec des petits boulots qui exigeaient de la discrétion. Théo, voici Brian Russo. Brian, voici Théo. Nous sommes amis depuis le lycée. Enchanté, dit Brian. De même, Logan me dit que vous êtes dans la construction. C'est ça. Je rénove actuellement une maison au bord du lac. Les yeux de Théo s'aiguisèrent d'un intérêt professionnel. Vous faites votre propre électricité? La plupart. Pourquoi? Juste par curiosité. Je vois beaucoup d'incendies électriques dans mon domaine. Généralement, cela vient d'un câblage défectueux ou de circuits surchargés. Brian sembla mal à l'aise. Je sais ce que je fais. J'en suis sûr. Ça vous dérangerait si je jetais un coup d'œil un jour? J'aime voir du travail de qualité. Peut-être. C'est encore assez brut. Je regardais l'échange avec satisfaction. Théo avait été briefé sur le projet de Brian plus tôt dans la semaine. Son offre décontractée n'était pas décontractée du tout. Alors que la soirée se terminait, les voisins commencèrent à rassembler leurs enfants et à se dire au revoir. Brian s'attarda, voulant clairement parler à Melinda en privé. « Merci de m'avoir invité,
dit-il en me serrant à nouveau la main. C'était sympa. N'importe quand. Peut-être pourrions-nous déjeuner un jour. Parler de ce projet Morrison. Oui, peut-être. Il se dirigea vers son camion, puis s'arrêta et se retourna. Logan, votre boîte de disjoncteurs n'est pas sûre. Vous devriez la faire réparer. Mon sourire ne faiblit jamais. Merci du tuyau. Je demanderai à Théo d'y jeter un œil. Après son départ, Melinda fut silencieuse pendant le nettoyage. Les enfants aidèrent à apporter les assiettes à l'intérieur pendant que les adultes LTES pliaient les chaises. Ça s'est bien passé, dis-je. Brian a l'air d'un type bien. Il l'est, dit-elle doucement. Peut-être devrions-nous l'inviter à dîner un jour. Je pense que les enfants l'aimeraient. Le visage de Melinda pâlit. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Pourquoi pas? C'est ton ami. Elle me regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la terreur. Logan, Je sais, chérie. Je sais tout. L'assiette glissa de ses mains et se brisa sur les dalles du patio. Mais je continuais de sourire, de jouer le rôle du mari compréhensif, même si je la regardais voir son monde commencer à s'effondrer, exactement comme je l'avais planifié. La confession arriva un jeudi soir de septembre. Une fois les enfants endormis et la maison installée dans son calme du soir, Melinda s'assit sur notre lit, enfin prête à décharger le poids qu'elle portait. Logan, il faut que je te dise quelque chose. Je levai les yeux de mon ordinateur portable où je révisais les spécifications structurelles pour l'agrandissement d'un centre commercial. Que as-tu en tête? Elle prit une inspiration tremblante. J'ai vu Brian. Le choc sur mon visage fut parfaitement calibré. Comment ça, tu l'as vu? Pas comme ça. Juste parler. Se rencontrer pour un café parfois. Je fermai l'ordinateur portable et lui accordai toute mon attention. Depuis combien de temps? Quelques mois, peut-être plus. Je laissai le silence s'étirer entre nous, la regardant se tortiller. Puis je tendis la main et pris la sienne. Tu as une liaison? Non. Mon Dieu, non. Nous parlons juste du bon vieux temps. De ce qui n'a pas marché entre nous? Tu l'aimes toujours? La question resta suspendue dans l'air comme une fumée. Les yeux de Melinda se remplirent de larmes. Je ne sais pas. Peut-être, Logan. Je suis tellement confuse. Je lui serrai doucement la main. Merci de me l'avoir dit. Tu n'es pas en colère? Je suis blessé, mais je suis content que tu aies été honnête. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'enregistrais notre conversation sur mon téléphone, qui était posé face cachée sur la table de nuit avec l'application d'enregistrement vocal en cours. Brian, c'est comme la maison, continua-t-elle, les mots jaillissant maintenant que le barrage s'était rompu. Quand je suis avec lui, je me souviens de qui j'étais avant les responsabilités et les hypothèques et d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Qui essaies-tu d'être? La femme parfaite, la mère parfaite, quelqu'un digne d'un homme comme toi. Je sentis quelque chose de froid et vicieux se déployer dans ma poitrine. Tu es digne, Mel. Tu es la mère de mes enfants. Elle commença à pleurer alors. Vraiment pleurer. Et je la serrai dans mes bras pendant qu'elle sanglotait contre mon épaule. Ses larmes traversèrent mon t-shirt, chaque goutte un clou de plus dans son cercueil. Le lendemain matin, j'éditai l'enregistrement pour isoler les parties les plus dommageables. Astérisque Brian, c'est comme la maison. Quand je suis avec lui, je me souviens de qui j'étais. Je ne sais pas. Peut-être que je l'aime toujours. Astérisque je téléchargeai le fichier audio sur un compte email anonyme et l'envoyai à Brian avec l'objet, astérisque quelque chose que tu devrais savoir, astérisque puis j'attendis. La réaction de Brian fut rapide et explosive. Selon le rapport de surveillance de Nora, il appela Melinda dans l'heure suivant la réception de l'email, exigeant de la rencontrer immédiatement. Ils se retrouvèrent au Riverside Park, loin de leur restaurant habituel. Nora capta leur dispute avec un téléobjectif et un microphone directionnel. « Tu lui as parlé de nous » cria Brian, le visage rouge de colère. Je devais le faire. Il commençait à se méfier. « Alors, tu m'as balancé ?» Je ne lui ai pas tout dit, juste que nous nous parlions. « Et les enfants, Mel? Et Emma et Jacob ?» Melinda se raidit. « Et eux? Ne fais pas l'idiote. Nous connaissons tous les deux la chronologie. Ce sont les enfants de Logan. Le sont-ils?
Le silence s'étira entre eux comme un abîme. Finalement, Melinda parla d'une voix si basse que Nora dut améliorer l'audio pour la rendre audible. Oui, ce sont les siens. Brian lui attrapa les épaules. Regarde-moi dans les yeux et dis-le. Elle ne put pas le faire. Bon sang, Mel. Combien de temps allais-tu me cacher ça? Toujours. J'allais le garder pour toujours. Ce sont mes enfants. Non. Logan les a élevés. Logan les aime. Logan est leur père. Brian la relâcha et recula, passant ses mains dans ses cheveux. C'est la merde. Toute cette situation est complètement la merde, c'est pourquoi nous devons arrêter de nous voir. Non. Pas question. Je ne vais pas abandonner mes enfants. Ils ne savent pas que tu existes. Alors peut-être est-il temps qu'ils l'apprennent. Melinda lui attrapa le bras. Brian, s'il te plaît, si tu tiens un tant soit peu à moi, laisse tomber. Je ne peux pas, tu dois le faire. Et si je demandais un test de paternité? Alors tu détruirais 3 vies innocentes pour tes propres besoins égoïstes. Et mes besoins. Et ce que je mérite? Tu mérites l'honnêteté, mais les enfants méritent la stabilité. Brian la regarda un long moment, son visage passant de la colère à la douleur, puis à quelque chose qui approchait du désespoir. Je veux faire partie de leur vie. Tu ne peux pas, pourquoi pas? Parce que Logan ne le permettrait jamais. Et s'il découvrait la vérité? Elle ne termina pas la phrase. Quoi? Que se passerait-il? Il me les enlèverait. Il divorcerait de moi et obtiendrait la garde et je ne les reverrai plus jamais. L'expression de Brian s'adoucit légèrement. Il ne ferait pas ça. Tu ne connais pas Logan comme moi. Il est méthodique. Il planifie tout. S'il voulait me détruire, il trouverait un moyen. Je devais admirer sa perspicacité, même si cela scellait son destin. Ce soir-là, Melinda rentra à la maison, l'air d'avoir été heurtée par un camion. Elle fit les choses machinalement pour le dîner et l'aide aux devoirs, mais son esprit était clairement ailleurs. Tout va bien, demandai-je pendant que nous chargions le lave-vaisselle. Juste un cas difficile au travail. Tu veux en parler? Pas vraiment. Je hochai la tête d'un air compréhensif. Parfois, le stress du travail nous suit à la maison. Oui. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait agitée à côté de moi, je composai un autre message anonyme à Brian. Cette fois, j'y inclus une photographie de la fête des 10 ans d'Emma. Melinda tenant les 2 enfants tandis que Brian se tenait en arrière-plan, clairement visible, mais recadré de la photo de famille originale. Le message était simple, astérisque ces enfants méritent de connaître leur vrai père, astérisque je programmais l'envoi à 3 heures du matin, quand les gens prennent leurs pires décisions. Au matin, Brian serait forcé de choisir entre respecter les souhaits de Melinda et réclamer ce qui lui revenait de droit. Je savais déjà quel choix il ferait. Et quand il le ferait, la phase finale de mon plan pourrait commencer. J'ai choisi le dîner d'anniversaire des Henderson pour un impact maximal. 30 de nos voisins les plus proches, 3 plats, et assez de vin pour délier les langues et abaisser les inhibitions. Logan, c'est une si belle surprise, s'écria Carol Henderson alors que je connectais mon ordinateur portable à leur système de divertissement. Un diaporama de souvenirs du quartier. Juste quelque chose que j'ai préparé, dis-je, ajustant les paramètres d'affichage. Je pensais que ce serait amusant de se remémorer. Melinda était assise à la table du dîner, picorant son saumon. Elle était distante toute la semaine, depuis que Brian avait commencé à la presser à propos des enfants. Selon les rapports de Nora, il l'avait appelée constamment, menaçant de se présenter chez nous, exigeant des réponses qu'elle n'était pas prête à donner. Mesdames et messieurs, annonçai-je, levant mon verre de vin. Avant de nous plonger dans le merveilleux dessert de Carole, j'ai pensé que nous pourrions faire un voyage dans le passé. Les lumières s'éteignirent. Les premières diapositives étaient d'innocents barbecues de quartier, des fêtes de fin d'année, des célébrations d'anniversaire d'enfants. Tout le monde souriait et montrait des versions plus jeunes d'eux-mêmes. Puis vint la diapositive 15. Les résultats du test de paternité d'Emma emplirent l'écran de 60 pouces en noir et blanc. Clinique, indéniable, probabilité de paternité 0,00%. La pièce se figea dans le silence. Les verres de vin s'arrêtèrent à mi-chemin des lèvres. La fourchette de quelqu'un heurta son assiette. Logan. La voix de Ted Henderson était confuse. Qu'est-ce que c'est?
Je cliquai sur la diapositive suivante. Les résultats de Jacob. Même conclusion dévastatrice. Logan, arrête, murmura Melinda, mais sa voix fut perdue dans le murmure grandissant de conversations choquées. La diapositive suivante était la forme d'onde audio de sa confession avec des citations clés mises en évidence en texte rouge. Astérisque Brian, c'est comme la maison. Quand je suis avec lui, je me souviens de qui j'étais. Peut-être que je l'aime toujours. Astérisque j'appuyais sur lecture. La voix de Melinda emplit la pièce, brute d'émotion et dévastatrice par son honnêteté. Éteins-le, dit-elle plus fort maintenant. S'il te plaît, Logan, éteins-le. Mais je ne faisais que commencer. La dernière diapositive était une photographie que j'avais prise à travers la fenêtre de notre cuisine 3 jours auparavant. Melinda et Brian dans notre jardin se tenant dans les bras tandis que les enfants jouaient à l'intérieur. L'horodatage montrait mardi à 16h30 pendant sa prétendue conférence de cas. La pièce éclata. Halètement, murmure, quelqu'un laissant tomber son verre de vin. Carol Henderson commença à pleurer. Ted avait l'air de vouloir disparaître sous le plancher. Melinda se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet. Je dois y aller. Elle courut vers la porte, cherchant dans son sac à main et ses clés. La moitié de la pièce la regarda fuir tandis que l'autre moitié me fixait avec des expressions allant de l'horreur à la fascination. Eh bien, dis-je en fermant l'ordinateur portable. Je suppose que cela explique pourquoi je me suis senti déconnecté de ma famille dernièrement. Brian choisit ce moment pour arriver. Il franchit la porte d'entrée des Henderson sans frapper, s'attendant probablement à trouver Melinda et à poursuivre leur dispute sur les enfants. Au lieu de cela, il trouva 30 voisins le regardant comme s'il avait poussé une deuxième tête. « Où est-elle » demanda-t-il. Je me levai lentement, tous les yeux de la pièce suivant mon mouvement. « Elle est partie. Mais je suis content que tu sois là. Nous devons parler. » Fils de... Tu as planifié ça. J'ai exposé la vérité. Il y a une différence. Brian s'avança, les poings serrés. Tu l'as humiliée devant tout le monde. Elle s'est humiliée elle-même. J'ai juste fourni les preuves. Ce sont mes enfants. La pièce inhala collectivement. La femme de quelqu'un n'attrapa le bras de son mari. Le sont-ils, demandai-je. Parce qu'ils m'appellent papa depuis 8 et 10 ans, respectivement. Ils ne savent même pas que tu existes. Ça va changer. Je souris, sentant le poids des 30 témoins de sa menace. Ah oui? Tu veux expliquer à Emma et Jacob que toute leur vie a été un mensonge? Que maman trompait papa avant même leur naissance? Espèce de bâtard. Non, Brian. Ce seraient tes enfants. Il se jeta sur moi alors, exactement comme je l'avais espéré. Nous tombâmes lourdement, renversant des chaises et faisant s'écraser le verre de vin de quelqu'un au sol. Brian était plus fort, mais je m'attendais à l'attaque. Ted Henderson et 2 autres hommes nous séparèrent avant que des dégâts réels ne soient causés. Sortez-le d'ici, dis-je en redressant ma chemise. Du sang coulait de ma lèvre fendue. Avant que j'appelle la police. Ce n'est pas fini, grogna Brian tandis que Ted et Jim Morrison l'escortèrent vers la porte. Tu as raison, dis-je, fouillant dans la poche de ma veste. Ce n'est pas fini. Je sortis une petite boîte en carton et la jetai à ses pieds. Des pétards et des fusées jaillirent sur le sol, reste du 4 juillet. Tu devrais être plus prudent avec les risques d'incendie, dis-je. Les vieilles maisons brûlaient si facilement, la menace était indubitable. Le visage de Brian devint blanc. Tu es fou. Je suis méthodique. Il y a une différence. Après qu'ils l'eurent traîné dehors, je me tournai pour faire face à la pièce pleine de voisins choqués. Certains étaient déjà en train de prendre leur téléphone, probablement pour envoyer des SMS à d'autres amis à propos du drame qu'ils venaient de voir. Je m'excuse d'avoir perturbé votre soirée, dis-je, mais parfois, la vérité doit éclater. Carol Henderson pleurait toujours. Son mari avait l'air de vouloir se cacher sous la table. Je ramassai mon ordinateur portable et me dirigeai vers la porte, ne m'arrêtant que pour m'adresser à la pièce une dernière fois. Pour ceux qui se posent des questions sur Emma et Jacob, ils sont innocents dans tout ça. Quoi qu'il arrive entre les adultes, ces enfants méritent d'être protégés. Je sortis dans l'air nocturne, laissant derrière moi 30 témoins du début de la fin. La maison au bord du lac était située sur 1,2 hectare de pins, suffisamment isolée pour que les cris ne portent pas jusqu'aux voisins.
Brian avait choisi l'emplacement pour l'intimité, sans jamais réaliser à quel point cela servirait parfaitement mes dessins. Théo et moi nous approchâmes à travers les bois à 2 heures du matin, un jeudi sans lune. Il portait une boîte à outils remplie d'équipements spécialisés, dénudeurs de fils, testeurs de tension, et un petit chalumeau au propane qui ne laisserait aucun résidu traçable. « Tu es sûr de ça ?» murmura-t-il alors que nous atteignions le chantier. « Il a menacé ma famille, dis-je. Ça, c'est de la légitime défense. » La maison était un squelette de montant en 2x4 et de fils exposé, exactement comme Brian l'avait décrit au barbecue. Il avait fait les travaux électriques lui-même, ce qui signifiait pas de permis, pas d'inspection, et pas de protocole de sécurité. Parfait pour ce que j'avais prévu. Nous entrâmes par la porte arrière, que Brian avait laissé déverrouiller par complaisance rurale. Le tableau électrique principal était monté sur le mur du fond, sa couverture métallique montrant déjà des signes de rouille dus à l'humidité du lac. « C'est du bricolage de débutant », marmonna Théo, examinant le câblage avec sa lampe de poche. La moitié de ses connexions sont desserrées. Tu peux faire en sorte que ça ressemble à un accident? Mon gars, c'est déjà un accident en puissance. J'ai juste besoin d'accélérer le pros. Et s'essuie. Il ouvrit sa boîte à outils et se mit au travail. La beauté des incendies électriques réside dans leur imprévisibilité. Une connexion lâche crée de la chaleur. La chaleur crée plus de résistance. Plus de résistance crée plus de chaleur. Finalement, le cycle devient auto-entretenu jusqu'à ce que quelque chose s'enflamme. Théo desserra 3 connexions dans le panneau principal et dénuda l'isolant d'un fil de terre qui courait derrière la cloison sèche. Puis il monta un petit mécanisme de retardement utilisant une minuterie et un élément chauffant. Quand la minuterie s'activera, cela créera un court-circuit, expliqua-t-il. Le disjoncteur devrait se déclencher, mais avec ces connexions lâches, il pourrait ne pas se déclencher assez vite. Le fil derrière le mur chauffera et enflammera l'isolation. Combien de temps? 4 heures, à peu près. Nous étions de retour dans mon camion à 2h45 du matin. Je déposai Théo à son atelier et rentrai chez moi où je trouvais Melinda assise à la table de la cuisine avec une tasse de café froid et les yeux cernés de rouge. « Où étais-tu » demanda-t-elle. Je ne pouvais pas dormir, je suis allé faire un tour. Elle hocha la tête d'un air absent. Les enfants posaient des questions sur le dîner, sur pourquoi tu as montré ces photos. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que parfois les adultes ont des désaccords. C'est une façon de le dire. Elle me regarda avec quelque chose qui approchait de la haine. Tu as détruit ma vie devant nos amis. Tu as détruit notre mariage devant nos enfants. Je l'ai juste rendu public. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me versai un verre d'eau et m'assis en face d'elle. Maintenant, tu décides si tu veux essayer de sauver ce qui reste de cette famille ou si tu veux t'enfuir avec Brian et abandonner les enfants que tu prétends aimer. Ce n'est pas si simple. C'est exactement si simple. Tu as fait ton choix il y a 16 ans quand tu es tombée enceinte des enfants d'un autre homme et que tu as menti à ce sujet. Tout ce qui s'est passé depuis, c'est toi qui as essayé d'éviter les conséquences. Son téléphone vibra avec un message texte. Elle y jeta un coup d'œil et son visage pâlit. Il veut me rencontrer demain pour parler des modalités de garde. Tu vas y aller? Je ne sais pas, je me penchai en arrière sur ma chaise. Si tu le fais, il n'y aura plus rien pour toi ici. Que veux-tu dire? Je veux dire que j'ai passé le dernier mois à me protéger légalement et à protéger nos actifs. Si tu abandonnes cette famille, tu le feras avec rien d'autre que les vêtements sur ton dos. Ses yeux s'écarquillèrent. Logan, qu'est-ce que tu as fait? J'ai planifié à l'avance comme je le fais toujours. La minuterie dans la maison au bord du lac de Brian s'activerait dans 3h30. Je montai à l'étage et me couchai, réglant mon réveil pour 6h du matin. Au moment où il sonnerait, Brian Russo serait en train de gérer les enquêteurs d'assurance et les chefs des pompiers, essayant d'expliquer comment ces travaux électriques avaient pu tourner si catastrophiquement mal. Melinda ne vint jamais au lit. Quand je me réveillai, elle était partie. Sa voiture manquait, son sac à main aussi, et il y avait un mot sur le comptoir de la cuisine, astérisque je suis désolé. Je vais essayer d'arranger ça. Ne m'attends pas astérisque je préparais le petit déjeuner pour Emma et Jacob. Je les aidais à se préparer pour l'école et les embrassais en leur disant au revoir comme si c'était un matin ordinaire. Ils discutaient de leurs devoirs et de leurs amis, inconscients que leur monde était sur le point de s'effondrer. À 6h47 du matin, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Logan,
c'est Brian. Bonjour, Brian. Comment va le projet de la maison au bord du lac? Elle a brûlé. Tout ce putain de truc a brûlé. Je réussis à avoir l'air choqué. Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Incendie électrique. Le chef des pompiers dit que c'était un câblage défectueux. C'est terrible. Quelqu'un a été blessé? Mais elle était là quand c'est arrivé. On a failli ne pas s'en sortir. Mon sang se glaça. Melinda était là. Elle est venue hier soir. On parlait des enfants, de comment gérer la situation. Vers 6 heures ce matin, on a senti de la fumée. Au moment où on a réalisé ce qui se passait, tout le mur arrière était en feu. Elle va bien? Secouée, mais elle va bien. Logan, je pense que quelqu'un a fait ça exprès. Je laissais le silence remplir la ligne pendant plusieurs secondes. Pourquoi penses-tu ça? Le timing, juste après notre confrontation chez les Anderson. Brian, j'étais à la maison toute la nuit. Tu peux demander à mes voisins si tu veux. Je ne t'accuse pas directement, mais ça ressemble à plus qu'une coïncidence. Parfois, les vieilles maisons brûlent, surtout quand les travaux électriques ne sont pas aux normes. Sa voix devint froide. Va te faire foutre. Où est Melinda maintenant? Hôpital, inhalation de fumée. Elle ira bien, mais ils veulent la garder en observation. J'arrive tout de suite. Ne te dérange pas. Elle ne veut pas te voir. La ligne se coupa. Je m'assis dans ma cuisine, entouré des restes du petit déjeuner et du calme de l'après-destruction. Les devoirs de Matt d'Emma étaient toujours étalés sur la table. Les camions jouets de Jacob étaient garés en rangées ordonnées près de la fenêtre. Mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était le détective Martinez du bureau du shérif. Monsieur Adams, j'appelle au sujet d'un incendie de maison sur Lakeshore Drive. Votre femme était apparemment sur les lieux. Oui, Brian Russo vient de m'appeler. Melinda va bien? Elle est à l'hôpital, mais elle ira bien. J'appelle parce qu'il pourrait y avoir des irrégularités avec l'incendie. Nous aurons besoin de vous poser quelques questions. Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin. Pouvez-vous justifier de votre emploi du temps la nuit dernière entre minuit et 6 heures du matin? J'étais à la maison, je ne pouvais pas dormir, alors je suis allé faire un tour vers 2 heures du matin. Je suis rentré vers 3 heures. Mes voisins ont peut-être vu mon camion. Quelqu'un d'autre peut-il le vérifier? Mes enfants dormaient à l'étage, mais vous êtes les bienvenus pour vérifier auprès des voisins. Nous le ferons. Monsieur Adams, saviez-vous que votre femme avait une liaison avec Monsieur Russo? La question resta suspendue dans l'air comme une fumée. Détective, la moitié du quartier l'a découvert il y a 3 nuits. Ce n'est plus vraiment un secret. Je vois. Et comment avez-vous réagi à cette révélation? Comment pensez-vous que j'ai réagi? Assez en colère pour vouloir vous venger? Je choisis mes mots avec soin. Détective, je suis ingénieur en structure. Quand j'ai un problème, je le résous avec de la documentation et des procédures légales, pas avec un incendie criminel. Si je voulais faire du mal à Brian Russo, je le poursuivrais pour aliénation d'affection, je ne brûlerais pas sa maison. C'est une réponse très logique. Je suis une personne logique. Après que Martinez eut raccroché, je m'assis dans la maison silencieuse et attendis la suite des événements. Cela ne tarda pas. À 9h15, mon téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était quelqu'un de l'IRS. Monsieur Russo, ici l'agente Patricia Coleman de la division des enquêtes criminelles. Nous devons discuter de certaines irrégularités dans vos déclarations fiscales. J'ai failli sourire. Je pense que vous avez le mauvais numéro. Ici Logan Adams. Oh, mes excuses. Est-ce un numéro associé à Brian Russo ou à son entreprise? Pas à ma connaissance. Vous pourriez essayer son entreprise de construction. Merci. Après qu'elle eut raccroché, je m'accordai un petit moment de satisfaction. Le tuyau anonyme que j'avais déposé au sujet des transactions en espèces de Brian avait fait son chemin à travers la bureaucratie avec l'efficacité typique du gouvernement. À midi, Brian serait aux prises avec les enquêteurs d'incendie, les experts en assurance, les auditeurs fiscaux et les factures d'hôpital. Melinda choisirait entre un homme dont la vie s'effondrait et un mari qui détenait toutes les cartes. Et je planifierais les derniers coups dans une partie que je jouais depuis le moment où j'avais appris la vérité sur mes enfants.
La justice était méthodique, mais aussi inévitable. Le compte offshore avait été établi 3 mois plus tôt par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats des îles Caïmans, parfaitement légal, complètement intraçable, et financé par des actifs qui appartenaient techniquement à Meridian Holdings LLC, la société écran liée au numéro de sécurité sociale de Melinda. Je m'assis dans le bureau de Cheryl Moss le vendredi après-midi, signant les documents de transfert finaux tandis qu'elle m'expliquait les implications légales. Une fois ces fonds transférés offshore, ils seront protégés des litiges nationaux, dit-elle. Même si votre femme demande le divorce et exige la divulgation des actifs, ces comptes n'apparaîtront sur aucun dossier financier américain. Et les dettes de la LLC resteront liées au crédit personnel et au numéro de sécurité sociale de votre femme. En tant que détentrice de la procuration, elle est légalement responsable de toute obligation contractée par la société. Je signai le dernier document avec une fioriture. De combien de dettes parlons-nous? Environ 400 000 $. Prêts commerciaux, achats d'équipements, paiement d'entrepreneurs pour des travaux qui n'ont jamais réellement été effectués. Tout légitime sur le papier? Absolument. La documentation est impeccable. Toute enquête montrera que Meridian Holdings s'est engagé dans des placements immobiliers spéculatifs qui n'ont pas généré de revenus. Votre femme, en tant que signataire principal, porte l'entière responsabilité légale. Je me levai et lui serrai la main. Merci, chérie. C'est un travail très minutieux. J'espère que vous n'aurez jamais besoin d'utiliser ces protections. Moi aussi. Mais nous savions tous les deux que je le ferais. Ce soir-là, j'emmenai Emma et Jacob manger une pizza pendant que Melinda était encore à l'hôpital. Ils discutaient de l'école et de leurs amis, inconscients que leur père détruisait systématiquement la vie de leur mère. « Maman est malade ?» demanda Emma, faisant tourner du fromage autour de sa fourchette. « Elle va bien, ma chérie. Juste un petit accident. Elle sera de retour demain. » Quel genre d'accident? Elle était chez une amie quand il y a eu un petit incendie. Elle a respiré un peu de fumée, mais les médecins disent qu'elle ira parfaitement bien. Jacob eut l'air inquiet. Notre maison va prendre feu? Non, mon pote. Notre maison est en sécurité. Je me suis assuré de cela. Après le dîner, nous nous arrêtâmes à l'épicerie pour acheter les ingrédients de la soupe préférée de Melinda. Je voulais que tout paraisse normal à son retour. Pendant que les enfants choisissaient leur crème glacée, je vérifiais mon téléphone. 3 appels manqués de Brian, 2 du détective Martinez, et un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'appelais d'abord le numéro inconnu. Résidence Adams. Monsieur Adams, ici Carol Henderson. Je voulais m'excuser pour l'autre soir. Pas besoin, Carol. Vous avez été une hôtesse gracieuse dans des circonstances difficiles. Je voulais aussi vous faire savoir, certaines personnes du quartier ont parlé de ce qui s'est passé, de ce que vous nous avez montré. Je suis sûr que oui. Le consensus général est que vous étiez dans votre droit. Ce que Melinda a fait, ce n'était pas juste pour vous les enfants. J'apprécie ça, Carol. S'il y a quoi que ce soit que Ted et moi puissions faire pour aider. Gardez juste un œil sur Emma et Jacob. Ils traversent beaucoup de choses en ce moment. Bien sûr. Ils sont les bienvenus chez nous à tout moment. Après avoir raccroché, je réalisais que l'opinion publique avait basculé en ma faveur. Le réseau de sympathie du quartier me soutiendrait quoi qu'il arrive ensuite, ce qui serait crucial pour maintenir la garde. Cette nuit-là, je parcourus la maison méthodiquement, supprimant toute preuve de mes activités récentes. Relevés bancaires, documents légaux, correspondance avec Nora et Théo. Tout fut placé dans un coffre-fort ignifuge dans mon atelier de garage. Je plantai également plusieurs objets qui soutiendraient mon récit, des brochures sur la thérapie de couple, des imprimés sur la façon de gérer l'infidélité, des recherches sur les droits de garde pour les parents non biologiques. Si les enquêteurs fouillaient la maison, ils trouveraient la preuve d'un homme essayant de sauver son mariage, pas de le détruire. Melinda rentra samedi matin, l'air épuisé et sentant légèrement la fumée. Les enfants coururent la serrer dans leurs bras, et un instant, la scène parut presque normale. « Comment te sens-tu » demandai-je. Comme si j'avais été frappé par un camion. L'important, c'est que tu sois en sécurité. Elle étudia mon visage, cherchant un signe de l'homme qui avait orchestré son humiliation, mais j'avais mis cette version de moi-même de côté, du moins temporairement. Logan, il faut qu'on parle après que les enfants soient couchés. Elle hocha la tête et monta se doucher. Ce soir-là,
Après qu'Emma et Jacob furent endormis, nous nous assîmes dans le salon comme deux étrangers partageant une salle d'attente. Brian a de sérieux problèmes, dit-elle. J'ai entendu parler de l'incendie, des impôts, des violations municipales. Un malheur n'arrive jamais seul. Tu as fait ça. J'ai fait quoi? Tout. L'incendie, l'enquête de l'IRS, les problèmes de permis. Tu as tout orchestré. Je secouai la tête tristement. Mel, je pense que le stress te rend paranoïaque. Les problèmes de Brian découlent de ses propres mauvaises décisions. Tu mens. Est-ce que je mens? Peux-tu le prouver? Elle me fixa un long moment, puis fouilla dans son sac à main et en sortit une carte de visite. J'ai engagé un avocat. Je demande le divorce. C'est ton choix. Je veux la garde des enfants. Pour quel motif? Tu as eu une liaison. Tu les as abandonnés pour passer la nuit avec ton amant. Et tu as failli mourir dans un incendie parce que tu n'étais pas à la maison où tu devais être. Son visage se froissa. Ce sont mes enfants. Le sont-ils? Parce que d'après les tests ADN, ce sont les enfants de Brian. Ce qui fait de toi quoi, exactement? Une femme qui a menti à tout le monde pendant 10 ans sur la paternité. Espèce de bâtard. Non, Melinda. Je suis l'homme qui a élevé les enfants de ton amant comme les siens, a soutenu ta carrière, payé tes factures, et t'a aimé inconditionnellement jusqu'à ce que je découvre que tout notre mariage était bâti sur des mensonges. Elle commença à pleurer alors, des sanglots. Est-ce profond qui secouait tout son corps? Que veux-tu de moi? Je veux que tu disparaisses, dis-je doucement. Je veux que tu prennes ton amant et tes mensonges et que tu sortes de ma maison. Je veux que tu laisses Emma et Jacob avec le seul père qu'ils aient jamais connu. Et je veux que tu ne reviennes jamais. Je ne peux pas faire ça. Si, tu peux. Parce que si tu ne le fais pas, je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de mère abandonne ses enfants pour jouer à la maison avec son ex-mari. Elle me regarda à travers ses larmes. Comment es-tu devenue si cruelle? Tu me l'as appris. Le lendemain matin, elle était partie, emportant une seule valise, et était partie pendant que les enfants dormaient encore. Pas d'adieu, pas d'explication, juste un mot disant qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Je préparai le petit déjeuner et expliquai à Emma et Jacob que maman prenait de petites vacances pour s'éclaircir les idées. Ils semblèrent l'accepter avec la résilience des enfants qui avaient appris à ne pas poser trop de questions sur les problèmes des adultes. À midi, j'avais changé les serrures. Le soir, j'avais entamé le processus d'adoption légale des enfants que j'avais toujours considérés comme les miens. Melinda pouvait avoir son amant, ses drames et ses maisons en flammes, mais Emma et Jacob m'appartenaient. L'arrestation eut lieu un mardi matin alors que je révisais les plans d'un nouveau complexe médical. Le détective Martinez appela à 9h15 avec une nouvelle qui donna à mon café un goût de victoire. J'ai pensé que vous voudriez savoir. Nous avons arrêté Brian Russo ce matin pour plusieurs chefs d'accusation. Quel genre de chef d'accusation? Évasion fiscale, fraude à l'assurance, et négligence criminelle en lien avec l'incendie de la maison. L'enquête de l'IRS a révélé des divergences intéressantes dans ces dossiers commerciaux. Je posai mon crayon. C'est malheureux. Ça empire. Sa compagnie d'assurance refuse de payer la réclamation. Il pense que l'incendie a été délibérément allumé pour masquer des problèmes financiers. Par Brian? C'est leur théorie. Un homme construit une maison qu'il ne peut pas se permettre, fait des travaux électriques de qualité inférieure, puis la brûle quand la facture fiscale arrive à échéance. Ça semble un peu tiré par les cheveux. Peut-être, mais les preuves sont convaincantes. Nous avons trouvé des résidus d'accélérant près du panneau électrique, et l'incendie a commencé exactement à l'endroit où ces violations de câblage étaient les plus graves. J'ai failli sourire. Théo avait été minutieux. Et Melinda. Elle était là quand c'est arrivé. Nous la traitons comme un témoin pour l'instant, mais si nous déterminons qu'elle était au courant du stratagème de fraude à l'assurance, cela pourrait changer. Après que Martinez eut raccroché, j'appelai Nora pour obtenir des nouvelles de la situation de Melinda. Elle vit dans un motel sur l'autoroute 9, rapporta Nora. Payée à la semaine en espèces, pas de revenus stables, pas de carte de crédit, pas d'immatriculation de véhicule. Que fait-elle pour l'argent? Bonne question. Je l'ai vue au bureau de chômage 2 fois, mais avec ses problèmes juridiques, trouver du travail ne sera pas facile. Problème juridique? L'IRS a gelé ses comptes hier.
Apparemment, il y a une société appelée Meridian Holdings avec de sérieuses dettes fiscales liées à son numéro de sécurité sociale. Je feignis la surprise. Je n'ai jamais entendu parler de cette société. Elle non plus, d'après ce que j'ai pu voir. Elle a passé 3 heures au bureau de l'IRS à essayer de régler ça. Continuez de la surveiller. Je veux savoir si elle essaie de contacter les enfants. D'accord. Cet après-midi-là, je récupérais Emma et Jacob à l'école et les emmenais chez leur grand-mère. La mère de Melinda, qui vivait à 20 minutes de là dans une communauté de retraités. Dorothy Walsh avait 73 ans, vive comme l'éclair, et ne m'avait jamais particulièrement apprécié, mais elle adorait ses petits-enfants, et j'avais besoin d'allier dans ce qui allait arriver. Logan, c'est une surprise, dit-elle, ouvrant la porte pour nous trouver sur son seuil. Où est Melinda? C'est de ça que je voulais vous parler. Enfant, pourquoi n'allez-vous pas jouer dans le jardin pendant que grand-mère et moi discutons? Emma et Jacob s'enfuirent pour explorer le jardin de Dorothy, nous laissant seuls dans son petit salon. Melinda et moi avons des problèmes, dis-je. Elle est chez des amis pendant que nous essayons de régler les choses. Les yeux de Dorothy se rétrécirent. Quel genre de problème? Elle a revu son ex-mari. Les enfants ne le savent pas encore. Le visage de la vieille femme pâlit. Brian? Elle revoit Brian? Vous le saviez? Je savais qu'elle n'était pas passée à autre chose quand vous vous êtes mariés. Je pensais, j'espérais que... Elle avait tourné la page. Moi aussi. Dorothy s'assit lourdement dans son fauteuil inclinable. Ces pauvres enfants. Ils doivent être si confus. J'essaie de garder les choses stables pour eux. Mais Melinda, elle fait des choix qui mettent Emma et Jacob en danger. Que voulez-vous dire? Je sortis mon téléphone et lui montrai une photo que Nora avait prise la nuit de l'incendie. Melinda et Brian s'étreignant à l'extérieur de la maison au bord du lac en flammes tandis que les pompiers travaillaient en arrière-plan. Elle était avec lui quand sa maison a brûlé. Elle aurait pu être tuée. Dorothy étudia la photo avec une horreur croissante. Elle a laissé les enfants seuls. Elle les a laissés avec moi. Mais oui, elle a abandonné sa famille pour être avec un autre homme. Je n'arrive pas à croire ça. Je suis inquiet pour son état d'esprit. Elle fait face à des problèmes financiers, des problèmes juridiques, et elle a pris de très mauvaises décisions dernièrement. Que puis-je faire? Si elle vous contacte, faites-le moi savoir. Les enfants ont besoin de stabilité en ce moment. Et Melinda, elle n'est pas capable de leur fournir ça. Dorothy hocha lentement la tête. Vous êtes un bon père, Logan. Ces enfants ont de la chance de vous avoir. Merci. Cela signifie beaucoup. Quand nous partîmes 1 heure plus tard, j'avais la promesse de Dorothy de soutenir ma demande de garde si cela devenait nécessaire. Ce soir-là, pendant que les enfants faisaient leurs devoirs à la table de la cuisine, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Logan, c'est moi. La voix de Melinda était petite, vaincue. Où es-tu? Est-ce important? J'ai besoin de voir les enfants. Ce n'est pas une bonne idée en ce moment. Ce sont mes enfants. Le sont-ils? Parce que ton petit ami semble penser le contraire. Le silence s'étira entre nous. J'ai entendu parler de l'arrestation de Brian, continuai-je. Évasion fiscale, fraude à l'assurance. Tu sais vraiment comment les choisir. Je n'ai rien à voir avec ça. Dis-le à l'IRS. Je crois comprendre qu'ils ont gelé tes comptes. Logan, s'il te plaît. Je veux juste voir Emma et Jacob, et je veux les protéger du chaos que tu as créé. Je suis leur mère. Tu es une femme qui a menti sur leur paternité, les a abandonnés pour ton ex-mari, et a failli mourir dans un incendie parce que tu étais trop occupé à jouer à la maison pour être là où tu devais être. Sa voix se brisa. J'ai fait des erreurs. Oui, tu en as fait. Et maintenant tu vis avec les conséquences. Que veux-tu de moi? Je veux que tu signes les papiers de garde. Je veux que tu renonces officiellement à tes droits parentaux afin que ces enfants puissent avoir un foyer stable. Je ne ferai pas ça. Alors tu les perdras de toute façon. La différence, c'est que si tu me combats, ce sera salissant et public et traumatisant pour Emma et Jacob. Si tu coopères, nous pouvons faire ça discrètement. Tu me fais chanter. Je t'offre un choix. Signe les papiers et je m'assurerai que tu aies des visites supervisées 1 fois par mois. Batte-toi et tu auras de la chance de les voir pour leurs anniversaires.
Elle pleurait maintenant, des sanglots doux qui portaient à travers la ligne téléphonique. Je les aime. Si tu les aimes, tu feras ce qui est le mieux pour eux. Et ce qui est le mieux, c'est un foyer stable avec un père qui a été là depuis le premier jour. Brian est leur père. Brian est un criminel condamné qui risque la prison. Pas exactement le père de l'année. Ce n'est pas fini. Si, ça l'est. Tu ne l'as juste pas encore accepté. Elle raccrocha sans un mot de plus. Je posai le téléphone et regardai Emma et Jacob, penchés sur leurs devoirs avec la concentration des enfants qui avaient appris à trouver la sécurité dans la routine. Demain, j'appellerai mon avocat et entamerai les procédures formelles de garde. Demain, j'entamerai la phase finale d'effacement de Melinda de nos vies. Mais ce soir, j'aiderai mes enfants avec leurs devoirs de maths et leur lirai des histoires au coucher, de la même manière que je l'avais fait chaque nuit depuis 10 ans. Parce que certaines choses, les choses importantes, ne changent jamais. Le bus pour Laredo coûtait 47 $ et prenait 6 heures à travers la campagne plate du Texas qui s'étendait comme du papier brun vers l'horizon. J'étais assis à l'arrière, portant des lunettes de soleil et une casquette de baseball, avec un sac de voyage contenant tout ce dont j'avais besoin pour ma nouvelle vie. Les papiers d'adoption avaient été finalisés 3 semaines plus tôt. Emma et Jacob Adams, légalement miens à tous égards importants. Dorothy Walsh avait obtenu des droits de visite supervisés, assurant que les enfants maintiendraient des liens familiaux sans l'influence destructrice de Melinda. Brian purgeait 18 mois de prison fédérale pour évasion fiscale. Son entreprise de construction avait fait faille. Ses actifs saisis, sa réputation détruite. Même s'il purgeait la peine minimale, il en sortirait pour trouver son ancienne vie complètement effacée. Melinda avait signé les documents de garde sans se battre. Elle n'avait pas le choix. Son avocate lui avait expliqué que se battre ne ferait que l'exposer à des accusations criminelles liées à la fraude de Meridian Holdings. Mieux valait signer discrètement et disparaître que d'affronter la prison aux côtés de son petit ami. La dernière fois que je l'avais vue, c'était au palais de justice, les yeux cernés et vêtue d'une robe qui semblait venir d'une friperie. Elle avait hoché la tête une fois quand nos regards s'étaient croisés dans le couloir, un geste qui aurait pu signifier tout ou rien. Maintenant, j'étais assis dans un bus Greyhound avec un nouveau passeport, une mallette pleine d'argent liquide, et la satisfaction d'un travail parfaitement accompli. Mon téléphone avait été éteint et jeté dans une benne de la gare routière de Dallas il y a 3 heures. Le tracker GPS de mon camion le montrerait garé à l'aéroport Austin-Bergstrom, où je l'avais laissé dans le parking longue durée avec un mot disant que j'avais besoin de temps pour faire mon deuil. Tout le monde supposerait que j'avais pris un vol quelque part pour digérer mon divorce et ma bataille pour la garde. Ils auraient en partie raison. J'étais en train de digérer, mais pas de la manière qu'ils imaginaient. Le bus arriva à Laredo à 16h30. La chaleur du désert miroitait sur le bitume comme de l'eau. Je marchais 6 pâtés de maison jusqu'à un petit hôtel qui n'exigeait pas de carte de crédit, payé en espèces pour 3 nuits et verrouillé la porte derrière moi. Puis j'ouvris mon ordinateur portable et accédai aux comptes offshore une dernière fois, transférant les fonds restants vers une banque à Ensenada, où ils m'attendraient à mon arrivée. L'argent durerait des années si je vivais prudemment, assez longtemps pour disparaître complètement, peut-être recommencer ailleurs, ou assez longtemps pour observer de loin les conséquences de 16 ans de mensonges se dérouler dans la vie des gens qui m'avaient trahi. Le lendemain matin, je traversais la frontière comme n'importe quel autre touriste, portant ma nouvelle identité et mes vieilles rancunes à parts égales. Ensenada était exactement ce à quoi je m'attendais. Des rues poussiéreuses, de la bière bon marché, et suffisamment d'expatriés américains pour qu'un de plus n'attire pas l'attention. Je trouvai un petit appartement à 2 pâtés de maison de la plage, payé 6 mois de loyer d'avance et acheté une chaise pour le balcon. Le 3e jour au Mexique, je me rendis à un kiosque à journaux et achetai un journal anglophone de San Diego. L'histoire était enfouie à la page 7, mais le titre me fit sourire, astérisque femme locale perd la garde après des accusations de fraude astérisque. L'article était bref mais complet. Melinda Walsh Adams, 36 ans, avait été accusée de complot en vue de commettre une fraude en lien avec une société écran appelée Meridian Holdings. Elle risquait jusqu'à 5 ans de prison fédérale et avait perdu la garde de ses 2 enfants au profit de son ex-mari. Le journaliste avait fait du bon travail en détaillant comment Melinda aurait utilisé sa position d'assistante sociale pour créer des entités commerciales frauduleuses, puis fait défaut sur des centaines de milliers de dollars de prêts tout en transférant des actifs vers des comptes offshore. Bien sûr, l'article ne mentionnait pas qu'elle avait été complètement inconsciente du stratagème. La vérité était moins importante que la narration,
et la narration était claire, astérisque mère irresponsable perd ses enfants pour cause de comportement criminel, astérisque je finis ma bière et descendis à la plage où l'océan Pacifique s'étendait vers l'horizon comme une promesse infinie de possibilités. Mon téléphone avait été remplacé par un téléphone jetable bon marché qui ne pouvait pas être tracé jusqu'à mon ancienne identité. Pas de réseaux sociaux, pas de compte email, pas d'empreinte numérique. Logan Adams disparaissait lentement de l'existence, ne laissant derrière lui que les documents légaux qui sécurisaient l'avenir d'Emma et Jacob. Ce soir-là, je m'assis sur mon balcon et regardais le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rouge. Les couleurs me rappelaient le feu, ce qui semblait approprié. Un message texte arriva sur mon téléphone jetable d'un numéro inconnu. Astérisque colis livré comme demandé. Astérisque Théo avait accompli sa dernière tâche. La clé USB contenant toutes les preuves de mon enquête, test ADN, photos de surveillance, dossier financier avait été envoyé anonymement à la dernière adresse connue de Melinda. Maintenant, elle saurait exactement à quel point elle avait été manipulée. Comment chaque mouvement qu'elle avait fait au cours des 6 derniers mois avait été anticipé et contrecarré. Comment la chute de son amant avait été orchestrée avec la même précision que j'apportais à elle. Ingénierie structurelle. Elle saurait, mais elle ne pourrait jamais le prouver. Je supprimai le message et jetai le téléphone dans l'océan, le regardant disparaître sous les vagues comme chaque autre morceau de mon ancienne vie. Le lendemain matin, je me rendis à un petit café et commandai le petit déjeuner. Pendant que j'attendais mes œufs, je ramassai un journal abandonné et trouvai une autre histoire qui attira mon attention, astérisque ancienne assistante sociale retrouvée morte dans une chambre de motel, astérisque mes mains ne tremblèrent pas en lisant les détails. Melinda Walsh Adams, 36 ans, avait été découverte dans sa chambre au Highway 9 Lodge, apparemment d'une overdose de médicaments sur ordonnance. Pas de note de suicide, mais les enquêteurs soupçonnaient une dépression liée à ses récents problèmes juridiques et à la perte de la garde. L'article mentionnait qu'elle devait commencer à purger sa peine de prison le mois suivant. Je finis mon petit déjeuner lentement, savourant chaque bouchée. Puis je pliai le journal et le laissai sur la table pour le client suivant. Dehors, le soleil mexicain était chaud sur mon visage. Des vendeurs de rue appelaient en espagnol. Des enfants jouaient au football sur la place poussiéreuse. Et la vie continuait avec l'indifférence décontractée d'un monde qui n'avait jamais connu Logan Adams ou Melinda Walsh ou la guerre silencieuse qu'ils avaient menée dans les cuisines de banlieue et les couloirs des palais de justice. Je marchai jusqu'à la plage et m'assis sur le sable, regardant les vagues rouler sans fin vers le rivage. Emma et Jacob grandiraient en croyant que leur mère avait été une femme troublée qui avait fait de mauvais choix. Ils se souviendraient de moi comme du père qui les avait protégés de son instabilité, qui s'était battu pour la garde quand elle ne pouvait pas s'occuper d'eux correctement. Ils ne sauraient jamais que leur vrai père purgeait une peine de prison fédérale, ou que leur père légal avait disparu au Mexique avec de l'argent volé et une nouvelle identité. Ils ne sauraient jamais que la mort de leur mère avait été orchestrée aussi soigneusement que tout le reste dans ma vengeance. Certains secrets valaient la peine d'être gardés. Je souris, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que la justice n'avait pas besoin de faire du bruit pour faire mal.